Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir sur l'une des 7 collines qui dominent Athènes. Ce soir, je vous propose une émission exceptionnelle en Grèce à l'occasion des 20 ans des Racines et des Ailes. Monter au sommet du mont Lycabette, c'est s'offrir cette vue époustouflante sur la ville moderne, l'Acropole et le Parthénon. Il y a 30 ans, l'Acropole a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais bien avant ce classement, dès les années 70, l'UNESCO a mobilisé la communauté internationale pour sauver cet héritage légué par la Grèce antique. Un joyau architectural qui a été minutieusement restauré et qui est le point de départ de notre voyage en Grèce. À Athènes, au sommet de l'Acropole, un chantier titanesque est en cours. Au pied du Parthénon, je pense que la qualité est vraiment magnifique, presque identique à celle de l'Antiquité. Ici, nous irons à Thessalonique, la capitale historique de la Grèce du Nord. Située au bord de la mer Égée, l'endroit est riche de nombreux monuments byzantins disséminés dans la ville. Cette rotonde est vite devenue une église. Ensuite, c'est devenu aussi une mosquée, puisqu'on voit encore le minaret. Et la rotonde est redevenue une église. Plus à l'ouest, dans les Météores, le père Benedictus nous accueillera dans son extraordinaire monastère perché au sommet d'un piton rocheux. Varlam est l'un des 6 monastères encore habités dans les Météores. Cela fait 23 ans que je suis ici, à Varlam. Je suis venu à l'âge de 18 ans. Et mon arrivée ici, je m'en souviens comme si c'était hier. Puis direction le mont Olympe, qui culmine à 3000 mètres d'altitude. À son sommet, ce géologue étudie les phénomènes météorologiques, en particulier la foudre, autrefois attribuée aux colères de Zeus. C'est très excitant de pouvoir en quelque sorte donner une explication au mythe. Cap enfin sur les îles et d'abord les Cyclades. À Paros, l'architecte Angélique Evripiotis nous ouvrira les portes de maisons exceptionnelles. Ici, les matériaux traditionnels sont associés à un design très contemporain. À proximité, Syros, une autre île des Cyclades, se distingue par son architecture néoclassique, unique dans l'archipel. C'est une surprise parce qu'on voit tout à fait quelque chose d'autre. On voit des maisons avec l'influence italienne, française et très décorées. Enfin, nous irons à Chios, proche de la Turquie. Roulaboura y perpétue une tradition millénaire, la culture du mastic. Vous ne trouverez nulle part ailleurs ce mastic, parce que nous sommes les seuls au monde à le travailler de la sorte, depuis des générations. Cette résine a fait la richesse de l'île, comme en témoignent ses façades recouvertes de motifs, qui font la fierté de ses habitants. Je vous retrouve maintenant au pied du Parthénon, à 300 mètres à peine du rocher sacré. Le musée de l'Acropole est devenu une étape incontournable depuis son ouverture en 2009. C'est un bâtiment de verre, de béton et de marbre construit sur pilotis. Sous mes pieds se trouvent les vestiges de la cité antique et médiévale. C'est une très belle introduction aux richesses qui se trouvent à l'intérieur. Et notre coup de cœur se situe au 3e étage. Dans cet écrin de verre tourné vers l'Acropole, on peut admirer une frise tout à fait exceptionnelle de 160 mètres de long. Cette frise est celle du Parthénon. Elle a été sculptée au 5e siècle avant notre ère. Ces panneaux en partie reconstitués représentent la procession des grandes Panathénées. C'était une fête très importante dans l'Antiquité. Elle avait lieu tous les 4 ans en l'honneur d'Athéna, la protectrice des Athéniens. Et si je me trouve ici, c'est pour partager avec vous les dernières découvertes des archéologues. Sur la pierre, ils ont décelé d'infimes traces de pigments et ce travail leur a permis de restituer en images de synthèse les couleurs d'origine. Et voici le résultat, du blanc pour la tunique, du bleu vif pour la cape, du bleu plus soutenu pour le fond et du marron pour le casque et les chaussures.
Les scientifiques en sont désormais certains, le Parthénon était en partie coloré. Bien sûr pour mettre en évidence, en valeur l'édifice, mais aussi pour honorer les divinités, car la couleur faisait partie intégrante du culte. Aujourd'hui, cet ensemble architectural continue à fasciner les Athéniens. Avec vue sur l'Acropole, c'est un sujet de Nadia Klettmann et Damien Augerolles. Nous sommes toujours à Athènes et j'aimerais maintenant vous faire découvrir un lieu peu connu mais qui fait la fierté des Athéniens. Loin du bruit de la ville qui se trouve derrière moi, ce chemin bordé de pins grimpe jusqu'au sommet d'une des 7 collines d'Athènes. On l'appelle la colline des nymphes. C'était un lieu sacré durant l'Antiquité. Les Athéniens venaient ici pour honorer les nymphes, des divinités liées à la nature. Voici l'Observatoire national d'Athènes. Il a été l'un des plus beaux et des plus performants en Europe dès sa création au XIXe siècle. C'était une référence pour les scientifiques, mais aussi pour certains écrivains. Jules Verne, par exemple, a été très inspiré par des travaux réalisés ici. Regardez cette lunette astronomique en 1874. Elle a permis de cartographier la surface de la Lune avec tous ses cratères. Un travail si minutieux que Jules Verne y fait référence dans son roman Autour de la Lune. Alors aujourd'hui, l'observatoire n'est plus utilisé, mais on y vient toujours pour le plaisir et pour la vue. Vous allez comprendre pourquoi. De cette terrasse, notre regard porte jusqu'à la mer Égée, le port du Pirée et derrière moi, l'Acropole, car nous sommes au cœur de l'Athènes antique. D'ici, on comprend bien l'organisation de la cité sous Périclès, le fondateur de la démocratie directe au 5e siècle avant notre ère. Vous découvrez par exemple la colline de l'Apnyx. C'est là que les Athéniens se réunissaient pour voter à main levée. Au IVe siècle avant notre ère, Athènes perd son pouvoir au profit des villes du nord comme Thessalonique. C'est dans cette région que je vous emmène maintenant. Elle abrite notamment le mont Olympe, le domaine des dieux à près de 3000 mètres d'altitude. Une région encore préservée et méconnue que nous font découvrir Isabelle Thomas et Mathieu Auville. Thessalonique, la capitale de la Macédoine. Deuxième ville et deuxième port du pays. Ces fortifications témoignent encore de l'importance de la ville. La cité a été un enjeu majeur pour l'empire d'Alexandre le Grand, puis pour l'empire romain, et enfin pour l'empire ottoman. Thessalonique compte aujourd'hui 1 million d'habitants. Elle n'a jamais cessé de grandir. La place Aristote est la plus grande de la ville et c'est un architecte français qui l'a dessinée. C'est une place qui a été conçue par Ernest Hébrard, qui était l'architecte qui a reconçu sur tous les plans de la nouvelle Thessalonique après le grand incendie de 1917. Et Hébrard avait conçu un plan de ville moderne, un peu à la façon du baron Haussmann à Paris, avec des perspectives qui ouvraient la ville. Et donc, le cœur de son dispositif, c'était la place Aristotelus, qui part de la mer et qui remonte vers l'agora romaine. Et ensuite, c'est la ville haute. Thessalonique s'est reconstruite sur ses cendres. L'incendie de 1917 change le visage de la ville. En 32 heures, un tiers de Thessalonique part en fumée. 9500 bâtiments sont détruits, plus de 70 000 personnes sans abri. C'est le cœur de la ville qui est touché. La nouvelle Thessalonique est aujourd'hui une ville moderne.
Après l'incendie, de larges avenues sécurisent les quartiers et mettent aussi les monuments en valeur, comme ici, la basilique Sainte-Sophie, ou l'arc de Galère, qui célèbre la victoire de cet empereur sur les Perses. Des monuments qui surgissent au cœur de la ville moderne. Ici, la ville a toujours été extrêmement densément peuplée. Et ça a toujours été une capitale administrative au moins, culturelle, commerciale. Et les habitants de Thessalonique ne se sont pas embarrassés de tous les vestiges archéologiques qui parsemaient la ville. Ils ont intégré ça dans leurs maisons, dans leurs rues, etc. Ils ont construit autour, ils en ont détruit quelques-uns. Et voilà, donc ça n'a jamais été sacralisé, ça fait partie du quotidien. Au bout de la perspective, la rotonde, reconnue patrimoine mondial par l'UNESCO en 1988. Cette rotonde, qui a été construite pour être un mausolée ou un temple, on ne sait pas trop, est vite devenue une église. Ensuite, c'est devenu aussi une mosquée, puisqu'on voit encore le minaret. Et la rotonde est redevenue une église quand les Grecs ont reconquis la ville de Thessalonique avant la Première Guerre mondiale. La rotonde devient église au IVe siècle. L'empereur Constantin la pare de mosaïques d'or. Elles viennent tout juste d'être restaurées. En devenant église, le monument romain s'adapte à sa nouvelle vocation. La plus importante intervention, étant donné que le monument est circulaire, était de réaliser un axe est-ouest. L'addition d'un chœur certifie la conversion du monument en église chrétienne. On devine en effet que les arcades originelles ont été interrompues. Le chœur, ajouté au monument circulaire, est encore plus visible du ciel. Sous la coupole, l'or se fait lumière et les personnages apparaissent. Sous la voûte, nous pouvons voir 4 figures ailées, des archanges, des victoires et entre eux un oiseau, le phénix. Au centre, les archéologues pensent que Constantin s'était fait représenter en Messie. Les Ottomans l'ont effacé. Pour circuler à Thessalonique, rien ne vaut le 2 roues, ou 3 à la rigueur. C'est en tout cas le moyen de transport qu'ont choisi Prodromos Nikiforidis et Bernard Cuomo, 2 architectes de la ville. Ils nous emmènent sur le front de mer qu'ils ont transformé. Juste après la Tour Blanche, c'est aujourd'hui la plus belle promenade de Thessalonique. « 3,5 km de perspectives redessinées et de jardins. Un lieu pour les rencontres, le sport ou le répit, au ras des flots. Le niveau de l'eau est quand même très proche du niveau de la terre. Ce qui fait que souvent on a l'impression qu'en fait d'une continuité visuelle. On change de matériau, on passe de la terre à un élément liquide, mais en fait on a cette espèce d'élan, quoi. Et ça c'est assez intéressant et assez caractéristique de la ville. Pour moi, c'était quelque chose de très important. C'est-à-dire que si jamais on veut un peu échapper à ce contexte urbain très fort, puisque la ville est très dense, si on se rapproche de la mer, on a l'impression d'être devant quelque chose d'immense, d'infini, et c'est très, très reposant et très important. Des 13 jardins qu'ils ont dessinés, celui de l'eau est le préféré des promeneurs.
Les gens ici l'appellent le jardin des nénuphars. Pour nous, c'est le jardin de l'eau, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Mais n'importe comment, c'est le jardin du plaisir. Le mur d'eau atténue le bruit de la ville. Une oasis, au cœur de la cité. Le soir, c'est encore sur la promenade que Thessalonique se retrouve pour un spectacle toujours changeant et féerique. Les parapluies s'illuminent, puis la promenade s'éclaire, comme une longue piste d'envol. Le jour se lève sur un des sites les plus exceptionnels de Grèce. Les météores sont des sentinelles de pierre au cœur du pays. Des roches sculptées par l'érosion. À leur sommet, les monastères ont été jusqu'à 24. 6 vivent encore aujourd'hui, suspendus au ciel. Celui de Varlaam est à 373 mètres de hauteur. Il accueille aujourd'hui 10 moines, dont 2 novices. Le père Benedictus est le père supérieur de Varlaam. Cela fait 23 ans que je suis ici à Varlaam. Je suis venu à l'âge de 18 ans. Bien sûr, après j'ai fait des études pour devenir moine, et mon arrivée ici, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est si beau au sommet des rochers. J'aime profondément ce lieu. C'est un lieu saint et il faut le préserver comme tel. Bien sûr, cela ne peut être assuré que par les moines, les occupants légitimes de ces lieux sacrés. Ce sont eux qui les ont bâtis. Ce sont également eux qui doivent rester pour accomplir leurs devoirs, pour que ce lieu continue de vivre. Le trésor de Varlaam est son catholicon, l'église principale du monastère. Tous ces murs sont couverts de fresques. Des icônes du XVIe siècle qui racontent les évangiles et la vie des saints. Normalement, ces fresques ne sont pas aussi sombres. La pollution est due aux bougies, aux lampes à huile et à la poussière. Toute cette pollution vient se coller sur les murs et avec les années, cela noircit et altère les peintures. C'est ici que vous pouvez voir quelques premières stabilisations. Ces gaz permettent d'empêcher des parties de fresques de tomber en attendant la restauration. Le père Benedictus est toujours prêt à renseigner les visiteurs, car chaque icône a une histoire. Au mur de la partie occidentale est représenté Sisoès le Grand. C'est la scène où il s'arrête sur la tombe d'Alexandre le Grand dans le désert d'Égypte. Il se met alors à philosopher sur la mort et la vanité de ce monde, car il voit que les restes de celui qui fut jadis le maître du monde sont exactement les mêmes que les restes de tout homme, à savoir ses seuls os. Hors la Vierge, la seule sainte représentée ici est Marie l'Égyptienne qui se retire au désert pendant 40 ans pour expier une vie de pécheresse. Et juste à côté, on voit Saint Pacôme, auquel un ange apparaît, et il lui montre l'apparence qu'un moine doit avoir. Saint Pacôme cherchait quelle serait la meilleure tenue pour être plus proche de Dieu, retranché du monde. C'est là que l'ange est apparu
en lui montrant sa propre robe. Depuis, les moines portent cette tenue. Dès 16 heures, le monastère retrouve le calme, loin des bruits du monde. Nous poursuivons vers l'ouest, l'Épire et la région montagneuse des Balkans, près de l'Albanie. Une toute autre Grèce encore, celle des gorges et des villages traditionnels de pierre sur les versants des montagnes. On les appelle les Agoria, un mot slave qui signifie « au-delà des montagnes ». Ils sont en pleine renaissance. À Kapesovo, Toukilidis Papageorgiou a participé à la restauration de son village, aux côtés de tous les habitants. Et il en est très fier. La région a la chance d'avoir des matériaux naturels. Ces pierres qu'on peut casser facilement et qui font un excellent matériau de construction. La pierre blanche, c'est du calcaire. Et la pierre noire, c'est du grès, une autre nature de roche. Le grès convient mieux pour les toits ou pour paver les cours des maisons. Dans ce village renaissant, Toukilidis a décidé d'ouvrir une auberge dont s'occupe Yana, sa fille. Une façon aussi de procurer un travail à ses enfants, car avec la crise, l'université ne suffit plus pour accéder à un emploi. Yana s'occupe donc des 5 chambres et des repas. Notre auberge est ouverte depuis 10 ans maintenant. Il a fallu 3 ans pour se faire connaître. Au moment où nous avons commencé à être connus, les premiers signes de la crise se sont fait sentir. Ce qui est bien, ce sont les randonneurs étrangers qui viennent. Et pour dire la vérité, ce sont eux qui nous font vivre. La cuisine de Yana commence ici, dans le jardin de son père. Même les fleurs s'invitent à la table. Ces roses, nous les utilisons pour faire de la confiture. On utilise aussi leur distillation, l'eau de rose. On met de l'eau de rose dans les bonbons, dans les gâteaux de Pâques. On en fait aussi des savons et des produits cosmétiques pour le visage que nous vendons dans notre petite boutique. Malheureusement, peu de gens choisissent de revenir dans les villages pour y développer des activités. Une solution qui pourrait résoudre les problèmes économiques. L'économie du tourisme est modeste, mais elle résiste à la crise. Car on vient dans ces montagnes pour découvrir autour des villages une nature à couper le souffle. Au creux de ces vallées, les ponts ottomans occupent une place à part. Leur architecture de pierre sèche est spectaculaire. Maria est née ici. Après des études de géographie, elle est revenue dans sa région natale. Les ponts et les chemins pavés étaient les seules voies de communication entre les villages. La région compte 46 villages, certains très proches les uns des autres et d'autres très isolés. Ces ponts, ces sentiers, ces escaliers qui jalonnent les gorges de Vikos étaient à l'époque le seul moyen de sillonner la région. Maria nous conduit sur un sentier escarpé qui débouche soudain sur les gorges les plus impressionnantes de Grèce. Les gorges de Vikos font entre 450 et 1000 mètres de profondeur. Rapportées à leur largeur, elles forment le plus grand canyon du monde. Un patrimoine géologique vertigineux.
Les gorges de Vikos sont le lieu idéal pour l'étude scientifique de la nature, car elles abritent un grand nombre d'espèces rares. Pas seulement des animaux, mais aussi des plantes. La protection et l'étude de ces gorges par des spécialistes sont primordiales. L'UNESCO a classé le site en 2015. Le patrimoine de l'humanité prend ici tout son sens. Les gorges de Vikos sont nées des mouvements tectoniques des plaques il y a des millions d'années. Et les premiers signes de la présence humaine ne datent que de 30 000 à 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est peut-être aussi un de ces endroits du monde où l'homme reprend sa juste mesure. Une mesure finalement assez dérisoire à l'échelle de la nature. Dernière étape de notre découverte, le plus haut sommet de Grèce. Le pays est constitué à 80% de montagnes. Le mont Olympe culmine à 2917 mètres. Des montagnes encore sauvages et mythiques. Derrière les nuages, les Grecs anciens ont imaginé ici la résidence des dieux. Car les dieux vivent à l'abri du regard des hommes. Le premier d'entre eux y a installé son trône. Le trône de Zeus est le plus majestueux de ces sommets. Zeus a même gravé son visage sur sa montagne. À 2650 mètres se tient un des derniers refuges du mont Olympe. L'approvisionnement se fait à dos de mule. Le parc national est une réserve protégée. L'hélicoptère n'intervient que pour les secours. L'été, Théodoros monte plusieurs fois par semaine au refuge. Et ça lui prend la journée. Du début de la piste jusqu'au plateau qui a 2700 mètres environ, il y a 13 km. Je fais 4 heures pour monter et autant pour redescendre. Michaelis, dit Mike, et son frère Alexandros, les gardiens du refuge, attendent toujours Théodoros avec impatience. Allez, on décharge. Mike est aussi géologue et la montagne est son terrain de recherche. Huile, farine, légumes, le chargement peut atteindre 1 quintal par animal. Aujourd'hui est une livraison un peu particulière car le refuge accueille bientôt des centaines de coureurs de fond. Ce sont les œufs. C'est bon, il n'y a pas de casse. Le plus important, c'est l'eau. En tout, le besoin en eau pour le marathon de cette année est d'environ 2,5 tonnes. Combien de voyages cela représente-t-il pour les mules? Eh bien, Théodore a fait plus de 10 allers-retours pour apporter tout le ravitaillement du marathon. Comme le mont Olympe n'a pas de source à cette altitude, c'est sa géologie, toute l'eau potable, pour les clients ou pour le marathon, nous arrive par mule. Le refuge peut héberger jusqu'à 17 randonneurs. C'est le plus petit refuge de Grèce, voire d'Europe.
Parce qu'au départ, ce n'était pas un refuge. Au début des années 60, la famille royale grecque l'avait fait construire pour sa villégiature. Mais le chalet a été donné peu après au club alpin grec. C'est alors qu'il est devenu un refuge. Le gars a commencé une voie facile, puis il a dévié sur un à-pic de 30-50 mètres. Et là, il s'est trouvé coincé sans matériel, sans corde, sans rien. Un vrai amateur. Il est sur une petite corniche à droite de la voie d'escalade. D'accord, d'accord. Une seule personne? Il est 17 h. Un randonneur est bloqué sur une paroi. Il a bougé. Le soir tombe. Impossible pour les secours d'intervenir. L'homme va devoir passer la nuit sur la corniche. Il n'a aucun moyen de s'en sortir tout seul. S'il essaie de descendre, c'est fini. Le lendemain matin. Tu le vois? Oui. L'homme a tenu bon. Il est toujours assis là. L'imprudent grimpeur est même en short. Un non-sens à cette altitude. Ça fait 15 heures qu'il est là-haut. Il a de la chance qu'il fasse beau, sinon ça aurait été bien plus difficile pour lui. Les sauveteurs mettront encore plusieurs heures pour rejoindre, puis faire descendre le randonneur. On a des incidents comme ça tous les ans. Des gens coincés en position difficile et des morts. Chaque année, il y a des accidents fatals au mont Olympe. On ne plaisante pas avec la nature, ni avec les dieux qui ont créé cette nature. Au-dessus du refuge se trouve la plus haute chapelle des Balkans. Elle est dédiée au prophète Élie, bâtie ici pierre après pierre au XVIe siècle, en lieu et place d'un temple à Apollon. La chapelle est comme tapie dans la montagne. À l'intérieur, des icônes sont accrochées. Saint-Denis, le fondateur de la chapelle, et Saint-Élie. C'est le prophète Élie. C'est le protecteur des montagnards en Grèce. Vous le verrez toujours devant des montagnes avec un oiseau. Beaucoup de gens lui rendent hommage comme aux temps anciens. Donc je pense qu'en 3000 ans, peu de choses ont changé. Le besoin qu'ont les gens de s'élever pour atteindre le divin reste le même. Le soir, le refuge brille comme un phare. Mike a sa chambre particulière. Cela libère un lit et lui préfère camper. Une chambre à l'aplomb du ravin. Un balcon vertigineux. Cette tente est ma maison pour la saison. C'est là où je dors et où je peux être tranquille. Quand j'ouvre ma fenêtre, je peux voir la mer, le royaume de Poséidon, et je peux voir jusqu'au trône de Zeus. Mike vient au mont Olympe depuis qu'il est enfant. Sa vocation scientifique est née de cette fascination qu'il a développée pour la montagne. Je me suis installé sur le plateau des Muses pour plusieurs raisons. Pour l'amour de l'escalade et de la montagne d'abord. Mais en tant que géologue, après quelques années ici, je me suis rendu compte que je vivais dans un paradis scientifique. Des chercheurs viennent ici du monde entier pour leur travail. Et moi, j'ai tout ça dans mon jardin. Mike est chercheur. Il étudie les paléoclimats, les climats anciens. Il y a 3000 ans, Homère parlait du mont Olympe comme d'une montagne scintillante.
Les scientifiques soupçonnent l'existence d'un ancien glacier. Mike en cherche aujourd'hui des preuves. Le glacier est comme un bulldozer. Quand il bouge, c'est une rivière de glace qui emporte les roches et les sédiments. Quand la tendance s'inverse et qu'il recommence à faire chaud, le glacier fond et recule, et il laisse derrière lui ses cailloux. Ces échantillons seront analysés par le CNRS d'Aix-en-Provence. Ils devraient révéler quand la pierre a vu le soleil pour la première fois, et donc quand le glacier a commencé à reculer. La science permet à Mike de faire une nouvelle lecture de la mythologie. La foudre, par exemple, n'a plus rien à voir avec la colère de Zeus, lançant ses éclairs sur les pauvres mortels. Les mesures scientifiques nous disent que le mont Olympe reçoit 2000 impacts de foudre chaque année, parce que c'est une montagne côtière qui émerge de la mer. La topographie et le climat en font un véritable aimant à foudre. On ne savait rien de tout ça à l'époque. C'est très excitant de pouvoir en quelque sorte donner une explication au mythe. Pourtant, l'Olympe reste mythique. Ils sont plus de 700 coureurs ce matin à se lancer à la conquête de la montagne. Ce marathon est une des courses les plus folles, le dernier dimanche de juin. 44 km, 2700 mètres de dénivelé, départ et arrivée au niveau de la mer. La montagne impose rapidement ses lois. Il fait près de 40 degrés. Dans l'Antiquité, les Grecs empruntaient ce chemin sacré pour aller honorer Zeus. Aujourd'hui encore, les dieux sont sur la route. Le marathon du Mont Olympe inscrit la Grèce aux grandes courses de sommet. À mi-parcours, le refuge de Mike est un point de ravitaillement. Vous êtes d'où? Pays Basque. Ah, Pays Basque, ah, ok. Mike a lui-même couru plusieurs fois le marathon du Mont Olympe. C'est vraiment incroyable. Quand tu penses que les premiers coureurs sont partis de Dion, au niveau de la mer, et ils arrivent à 2600 mètres en 2h30 après 21 km de course. Donc même pour un bon coureur, sur un terrain plat, c'est beaucoup, et c'est rapide. Hein. Eau, fruits secs et autres biscuits relancent la machine. Tout le monde est mobilisé pour recevoir les coureurs. Certains s'arrêtent à peine. Costas a travaillé ici. Le refuge lui réserve un accueil triomphal. Tu es fatigué? Oui, je suis un peu fatigué, mais je vais faire de mon mieux. Ça faisait partie de la routine de Costas, d'aller chercher quelque chose au refuge qui est plus bas à 2000 mètres. Un randonneur normal met 2h30 pour y aller. Mais Costas fait l'aller-retour en 1h30. Pour lui, c'est une routine. Alors que les derniers coureurs sont encore sur la crête, le calme est revenu au refuge. Bientôt, les sommets retrouvent leur paix. L'Olympe est rendu à ses dieux.
Du mont Olympe au Montparnasse, bienvenue dans un autre lieu mythique de la Grèce antique. Nous sommes à Delphes qui fête ses 30 ans à l'UNESCO. C'était l'un des plus grands sanctuaires dédiés à Apollon. Alors à l'époque, dans l'Antiquité, les pèlerins venaient de toute la Grèce pour honorer ici leur dieu. Ils faisaient des offrandes, sacrifiaient des animaux et pouvaient même parfois vendre symboliquement au dieu un de leurs esclaves qui gagnait ainsi sa liberté. Aucun pèlerin n'avait le droit de pénétrer dans le temple. La Pythie se tenait ici pour rendre l'oracle d'Apollon. Cette prêtresse était chargée de relayer la parole du dieu qui était consultée sur tous les sujets militaires, privés ou encore politiques. Alors ce lieu continue à fasciner les archéologues, notamment ceux de l'école française d'Athènes. Les Français travaillent sur ce site depuis 1892, une concession renouvelée chaque année par le gouvernement grec. Alors en ce moment, ils sont en train de reconstituer un puzzle de près de 500 pièces, tout près d'ici, en contrebas. Nous sommes dans le sanctuaire d'Athéna avec ce monument central qu'on appelle la Tholos. C'est le terrain de jeu des archéologues. C'est votre terrain de jeu, Philippe Jocquet. Alors il faut imaginer qu'ici, il y a un peu plus d'un siècle, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien et les archéologues français, après avoir mis au jour les ruines du sanctuaire d'Apollon, eh bien, sont descendus un peu plus bas, sur la terrasse d'Athéna Pronaia. Il y avait des indices matériels, il y avait des textes qui suggéraient que la Tholos se trouvait là. Et on va monter progressivement ces 3 colonnes. Voilà, ces 3 colonnes ont été remontées un peu plus tard, en 1938. Elles ont permis aussi de mieux comprendre l'architecture de la Tholos elle-même. Et elles ont permis aussi de replacer quelques-unes des métopes qui constituaient le décor sculpté de la Tholos. Alors les métopes, ce sont les panneaux, il y en avait 40 voilà. Au départ, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui sont intacts et votre défi à vous maintenant, c'est de reconstituer en images de synthèse le décor sculpté de la Tholos. C'est un travail de policier scientifique. D'autant plus qu'il y a 40 scènes de crimes à reconstituer, ce qui n'est pas rien. Hein. Voilà. Donc pour cela, on a quelques indices matériels, dans le meilleur des cas, qui sont sur la plaque elle-même. Alors ces indices matériels déplient de vêtements qui peuvent s'interpréter selon leur position, selon leur forme, comme des plis féminins ou masculins. Par chance, ici, on a les deux. On a les deux et les deux figures s'opposent, forment une sorte de V. Donc on est assuré qu'il s'agissait à ce moment-là d'un combat opposant Grecs et Amazones. Donc il reste à trouver maintenant la victime, le tueur, pour avoir la meilleure image possible de synthèse qui permette de restituer en 3D ces deux images. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de déduction. Parfois, il ne reste plus de traces du panneau, alors il faut travailler avec 500 fragments qu'on a retrouvés sur le site, et parfois des bustes par exemple. Des bustes, des bassins et jambes, et qu'on essaie de remettre ensemble, de recoller sur un panneau que l'on reconstruit virtuellement grâce à un modèle 3D. Un long travail devant vous, parce qu'il y a 40 panneaux à reconstituer. Voilà. Qu'est-ce qui vous fascine ici, Philippe Jocquet? Est-ce que vous avez un rêve fou? Mon rêve fou, naturellement, c'est de reconstituer les 47 de crimes, de reconstituer le décor complet de la Tholos, et de lui redonner ses couleurs, et par exemple, le sang qui dégoulinait certainement à pleine effusion de ces panneaux qui représentaient quand même 40 assassinats. On peut se poser la question de savoir pourquoi les Grecs aimaient tant représenter les combats des Grecs contre les Amazones, par exemple. C'était une façon aussi de rappeler le monde entier à l'ordre et d'affirmer une sorte d'identité, l'identité grecque passée par la représentation de la violence, de la maîtrise de l'autre. Ça, c'est un point très important, me semble-t-il. Merci beaucoup. C'est vrai que ce sentiment de fascination, on l'a aussi quand on est visiteur, quand on arrive au bout de cette route et qu'on découvre ce sanctuaire dans un lieu protégé, dans ce lieu isolé. Nous quittons Delphes et nous prenons maintenant la mer pour découvrir les Cyclades. Notre première étape est sur l'île de Paros. Depuis quelques années déjà, les maisons blanches traditionnelles sont repensées, réaménagées par les architectes contemporains. Mon île en Grèce, c'est un film de Maha Karat et Bertrand Rubé.
Angélique est architecte. Elle a choisi de quitter Athènes en 2012 pour s'installer sur l'île de Paros dans les Cyclades. Quand on est dans les Cyclades, on se sent un peu au centre du monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans les Cyclades. Prendre un bateau, c'est quelque chose de très facile, c'est pas une aventure. On part du bureau, on prend le bateau, on se rend dans une autre île. C'est comme une navette, on se déplace très facilement d'une île à l'autre. Mon choix de vivre à Paros, c'était surtout la simplicité des choses et la qualité de vie. Et bien sûr, le climat, le soleil et l'été dans les Cyclades, c'est quelque chose de magique. Au sud-est d'Athènes, l'archipel des Cyclades. Un ensemble d'une 50aine d'îles et îlots, dont seules une 20aine sont habitées. Au centre, Paros. Sa position en fait un lieu de passage quasi incontournable dans la région. Naoussa est le principal port de pêche de Paros. Les premières maisons ont été bâties ici, en bord de mer, puis se sont étendues vers l'intérieur des terres. Les ruelles du village ont conservé l'architecture emblématique de l'archipel. On est dans un village typique cycladique. On voit que les rues sont assez petites et étroites. Les maisons sont toutes rapprochées. C'est très cubique. Il y a de la chaux, on utilise de la chaux, c'est des maisons blanches, et des matières premières, de la pierre, du bois, du marbre. Angélique s'est spécialisée dans cette architecture cycladique. Elle vient de restaurer une vieille maison du village. Une habitation de 60 mètres carrés dont elle a entièrement modifié l'agencement. Quand les propriétaires ont acheté la maison, c'était une ruine. On voyait les murs en pierre. Cette maison est composée de 3 pièces principales. On a décidé de faire tomber le toit à ce niveau-là et de former un patio, une cour intérieure pour donner de la fraîcheur et aussi être un peu plus privé parce qu'on se trouve dans le centre du village et on n'a pas d'espace extérieur. Là, on voit que c'est des murs très larges, c'est des murs en pierre, des murs porteurs qu'on a sauvegardés. En général, on essaie de sauvegarder une partie, d'avoir une référence. Ils ont utilisé beaucoup la pierre pour les murs, pour des questions d'isolation, de fraîcheur à l'intérieur. Ce mur et les murs d'extérieur, qui sont des murs qui séparent les maisons entre elles, elles ont un mur. Il n'y a pas de mur. Alors, à chaque fois, la maison qui vient à côté, elle est construite d'une manière attachée à celle d'avant. Dans ce tissu urbain dense, propre à l'architecture des Cyclades, Angélique a créé le plus d'ouverture possible. Ce patio, c'est l'espace de détente au centre de la maison. On a imaginé tous les luxes qu'une grande maison peut avoir, une maison d'été. Une petite piscine, des matelas pour se décontracter. On a le soleil, mais on a aussi l'ombre. On a même imaginé un peu le son de l'eau aussi pour avoir cet esprit de fraîcheur au centre, vraiment au centre du village. Les matériaux utilisés sont un hommage à la tradition de l'île. Comme ici à la cuisine, du marbre de Paros pour le plan de travail et des canisses de roseaux pour les portes de placard. Au premier étage, l'architecte a conçu un espace pour profiter pleinement du paysage. Dans cette maison-là, on a décidé de rajouter un étage pour ressortir vers le ciel et la mer. Et dès qu'on monte ici, on se tourne et on a une vue entière vers la baie de Naoussa. Plus à l'ouest, à l'intérieur des terres, se trouve la dernière construction d'Angélique. Une villa de 8 pièces à flanc de colline, entourée d'un jardin de 500 mètres carrés qui vient tout juste d'être planté. Avec Elena, la paysagiste, Angélique procède aux derniers ajustements.
Si vous regardez le paysage derrière moi, la végétation forme de petits buissons. À cause du vent, les plantes restent basses. C'est pour ça que tout autour, il y a très peu d'arbres. Pour ce jardin, j'ai choisi beaucoup de plantes basses. Elles forment comme un tapis qui recouvre le sol de manière naturelle. En regardant bien, vous verrez que le paysage forme une continuité depuis le sommet de cette colline jusqu'à la colline suivante. C'est très beau. La maison est parfaitement intégrée dans ce paysage. Cet arbre, c'était un coup de foudre du propriétaire. Il a choisi lui-même. C'est un arbre qui a été importé du Péloponnèse. C'est un olivier de Kalamata. C'est un arbre qui a entre 180 et 200 ans. Et ça fait partie de l'héritage de la culture des Cyclades, l'olivier, l'huile d'olive, etc. Les murs en pierre sèche sont un clin d'œil aux anciennes terrasses agricoles qui entourent la maison. Angélique s'est inspirée de l'architecture cycladique traditionnelle en y apportant une touche très contemporaine. La priorité a été de déterminer l'emplacement des fenêtres. On travaille beaucoup avec le vent parce que le vent est assez fort, mais on l'utilise pour la climatisation des espaces et pour avoir une fraîcheur naturelle. Par exemple, ici, on a une fenêtre ouverte au nord. Si on ouvre la porte qui se trouve au sud, on aura tout de suite un courant d'air qui passe dans la maison et une fraîcheur naturelle. Voilà, on voit là dans les plantes, tout de suite, dès qu'on a ouvert la porte, ça souffle tout de suite, alors qu'à l'extérieur, il n'y a pas vraiment du vent forcément. Pour sa chambre, le propriétaire a souhaité une vue panoramique. Dans cette chambre-là, on voit qu'on a des fenêtres qui donnent sur une vue différente. Les Cyclades, c'est pas que la mer, il y a la montagne, il y a le paysage cycladique très sec. D'un seul regard, on a la montagne et la mer. Le lendemain, Angélique quitte Paros. Elle se rend à Syros, une île voisine, à 1 heure de bateau. C'est un lieu à part dans les Cyclades. Ici, les maisons blanches laissent la place à une architecture néoclassique. Au XIXe siècle, l'île connaît sa période faste grâce au commerce maritime. Symbole de cette opulence, les rues de la capitale Hermoupolis sont pavées de marbre. Ça va? Ça va, oui. Ça va. Angélique rejoint son père au pied de l'hôtel de ville. Il est architecte lui aussi et il vit ici. Syros, c'est une surprise en fait. On est au milieu des Cyclades, c'est la capitale des Cyclades. Et les gens ne croient pas, ils croient qu'ils viennent voir une île avec les maisons blanches, tout. Et c'est une surprise parce qu'on voit tout à fait quelque chose d'autre. On voit des maisons avec l'influence italienne, française, et très décorées. Cette partie-là s'appelle Vaporia, qui veut dire bateau, qui vient du mot français vapeur d'ailleurs. Et c'était la partie la plus importante de l'île dans l'histoire. Et dans les années 1820-30, après le massacre qu'il y a eu dans l'Asie mineure, tous ces notables ils se sont transportés vers l'Europe et vers ici. Et comme ce port, c'était un port très sûr à l'époque, ils ont créé une ville à leur mesure. C'est-à-dire que c'était des notables, des industriels, des navigateurs, des armateurs. Et petit à petit, les premiers gens, ils ont choisi le front de mer, parce que c'était les privilégiés, pour construire les maisons. Et donc, ils ont choisi le meilleur endroit pour avoir la vue et le soleil. Parce qu'ici, on est est-sud. Autre particularité de la ville, les maisons du front de mer sont toutes bâties sur des arches de pierre. Ces voûtes, et ça servait pour la stabilité de la maison parce qu'il fallait fonder sur les rochers, mais il faisait aussi pour casser la force de vagues. Parce que les vagues ici, quand ils viennent de Mykonos et du nord, sont très fortes. Ils montent jusqu'ici, jusqu'en haut de la maison. Alors ça joue un rôle d'arrêter les vagues. En plus, ils disent les anciens que certaines galeries comme ça, ils arrivaient jusqu'à la colline. Et pendant la guerre, l'occupation allemande, il y a des gens qui se cachaient
Ils rentraient par les collines, ils sortaient ici et par le bateau, ils fuyaient vers l'Égypte où c'était une zone libre. Angélique et son père viennent de terminer la restauration d'une des plus belles demeures de l'île. Un hôtel particulier du 19e siècle, racheté par un armateur. Sur la façade très sobre, un balcon d'apparat en marbre. Ce balcon, il est fait ici, de ce côté-là, parce qu'il est vu de deux autres voisins qui étaient aussi riches que celui-là. Donc, probablement, ils ont fait ça à l'époque pour qu'il soit bien vu, cette façade, des autres maisons. Parce qu'il y avait une jalousie entre les propriétaires. Donc, ce balcon-là, en fait, c'était le point caractéristique de cette maison. Ce qui montrait sa noblesse et sa richesse. À l'intérieur, la maison dévoile tout son raffinement. Cette maison appartenait à une famille d'armateurs dans les années 1860. Et là, au mur, vous voyez l'hélice, la barre, l'ancre et la bouée de sauvetage. Ce sont les symboles de la marine. Nous avons souhaité les maintenir en place et nous les avons restaurés. J'en suis très fier, car moi aussi, je suis armateur. Le propriétaire a souhaité retrouver l'architecture d'origine, jusque dans les moindres détails. Il y a le luxe, mais ce n'est pas un luxe apparent qui crie. C'est un luxe simple. Et toute cette décoration du plafond, ça existe dans toutes les maisons néoclassiques de Syros. Et on a recréé ce qu'il y avait avant. Deux artistes de Syros travaillaient sur le dos pendant 9 mois pour faire pain à la main. Si vous remarquez en haut, la ligne noire en haut, c'est la clim, c'est les bouches d'aération. Donc on l'a intégré sur le plafond et ça ne se voit pas. Donc je pense qu'on a réussi au point de vue adaptation à la vie moderne. À l'autre bout de l'île, une équipe de biologistes part en mission. Ils se dirigent vers Yaros, un îlot inhabité au cœur d'une zone naturelle protégée. C'est quelque chose d'unique dans les Cyclades. C'est vraiment nécessaire d'avoir une zone marine protégée ici. Notre mer, la Méditerranée, n'est pas en très bonne forme ces dernières années. Il faut absolument établir des zones protégées comme celle-là. Leur journée commence par une opération de surveillance. Nous avons vu un intrus. Nous allons vérifier s'il s'agit d'un visiteur ou d'un bateau de pêche. Parce que toute activité de pêche est interdite à 3000 nautiques autour de l'île. Christos, Vagelis et Elina ont repéré sur leur radar un bateau au mouillage dans la zone protégée. Ils rejoignent le voilier. Son équipage risque un avertissement. Désolé de vous déranger. Pouvons-nous nous approcher pour vous parler de l'île? C'est permis de jeter l'ancre ici? Oui, pour l'instant vous avez le droit. Parce que vous n'avez pas jeté l'ancre sur les prairies de Posidonie. Et il faut absolument l'éviter. Parce que ça abîme les algues. Prenez soin de ce lieu.
La mer Égée, notre mer intérieure, est très propre et elle est célèbre pour son bleu profond. Cette couleur est due aux algues que l'on trouve sous la mer et qui s'appellent Posidonie. Elles forment des buissons épais et sombres. La Posidonie est essentielle à la vie en Méditerranée. Elle est comme une forêt. Mais la couleur change. Vous voyez, là où l'eau est peu profonde et le sol est sablonneux ou bien rocailleux, c'est là où l'on obtient cette magnifique couleur turquoise. Depuis plusieurs mois, les biologistes guettent un couple de rapaces, des aigles de Bonelli. La période de nidification au printemps est le seul moment où ils peuvent observer ce grand rapace, typique des milieux méditerranéens. Mais l'espèce est en danger. Seule une centaine de couples dans toute la Grèce a été recensée. Attends, là-haut, il y a quelque chose. Je recherche le seul couple d'aigles de Bonelli que nous ayons sur l'île. Et c'est une espèce très rare en Grèce. Le nid est là-bas, mais il est vide. Ils sont peut-être partis chasser. C'est très difficile de les apercevoir parce que les couleurs de leurs plumes se confondent avec celles des rochers. Le voilà, il s'est envolé. Tu arrives à les prendre en photo avec ton appareil? Ce sont les premiers clichés du couple d'aigles de Bonelli en vol que l'équipe a réussi à capturer. Cela fait 3 ans que nous suivons ce couple et c'est la première fois qu'ils mettent au monde un oisillon. À l'origine, le petit était blanc avec des taches noires. Là, il devient marron et son bec est jaune. Il sera bientôt hors du nid, prêt à s'envoler. Dernière mission de leur journée, une fois par mois, ils doivent inspecter le seul édifice construit sur l'île. Un bâtiment de taille impressionnante. Un bagne où étaient détenus les prisonniers politiques de 1947 à 1974. Le site, laissé à l'abandon depuis 2001, est interdit au public. En 1950, il y avait 10 000 détenus. Il faut imaginer que dans cet endroit très rocailleux, les prisonniers ont dû creuser à la main pendant 4 ans. Il fallait terrasser le terrain et construire ce bâtiment. Cela fait partie de l'histoire de l'île et de la Grèce aussi. L'atmosphère est très lourde ici. On a l'impression d'entendre les murs parler dans cette prison. Le bagne de Yaros est créé en 1947, en pleine guerre civile grecque. Les premiers prisonniers sont des communistes. À partir de 1967, ce sont les opposants à la dictature des colonels qui sont détenus ici. Ils sont d'abord parqués sous des tentes, puis dans le bâtiment en briques construit par les bagnards. Il est écrit « Plus jamais de Yaros ». On ne veut plus d'endroits comme celui-là.
On peut imaginer que des personnes sont mortes ici à cause des mauvais traitements. Maintenant que j'en parle, j'en suis très ému. Nous avons gardé de mauvais souvenirs de la période du bagne. Mais aujourd'hui, nous essayons de changer la réputation de cette île et de mettre en valeur ses richesses naturelles. J'espère que nous léguerons quelque chose de positif à la prochaine génération. À l'est de Yarros, à une trentaine de kilomètres, voici Tinos, l'une des plus grandes îles de l'archipel. Je circule en moto à Tinos parce qu'on découvre d'une manière beaucoup plus sensuelle et complète le paysage, l'air, les plantes. C'est un contact plus fort avec la nature et la culture. Thierry Véron s'est installé ici en 2000. Cet ancien conservateur de musée a eu un coup de foudre pour cette île et son histoire. Il y a deux types de Cyclades, les îles de marins et les îles de paysans. Tinos est une île de paysans. Ici, la mer, sans exagérer tout de même, elle est perçue comme une ennemie parce que traditionnellement, c'était de la mer que venaient les ennuis. D'où venaient les pirates, d'où pouvait venir une agression ottomane. Donc il fallait voir venir ces problèmes et donc se situer en hauteur, dans des villages perchés, pour pouvoir préparer sa défense ou s'enfuir. Hein, c'était vital. Thierry a découvert ici des constructions uniques dans les Cyclades. Des pigeonniers aux façades ouvragées. Les pigeonniers datent de l'époque vénitienne et ils étaient réservés aux seuls nobles. Les pigeonniers ont donc une double fonction, une fonction symbolique, hein, c'est un signe extérieur de richesse si l'on veut, et une fonction naturellement agricole. Le pigeonnier, en fait, c'est la réserve d'engrais, hein, puisqu'on récupère la fiente des pigeons, la colombine, pour fumer les jardins. C'est un engrais de très grande qualité. Une autre richesse de l'île est sa flore d'une grande diversité. Passionné de botanique, Thierry organise des stages de fabrication d'huile essentielle. Il est le seul à exercer cette activité à Tinos. Ce matin, Denia et Katerina, deux habitantes de l'île, découvrent une plante typique de la Méditerranée. Elle se récolte une fois par an, au début du mois de juin. Cette petite fleur jaune, c'est de l'Helichrys microphyllum. On dit en français également de l'immortel d'Italie. C'est une plante qui a des vertus antitraumatiques. Hein, donc on peut utiliser sur les coups, sur les blessures. Et également, donc c'est une plante qui a des vertus cosmétiques et elle va prévenir la formation des rides. Et ce qui est vraiment très grec également, c'est ce qui est en train de nous piquer à tous les pieds. Cette petite plante qui s'appelle de l'astragale et qui est une sorte de fil barbelé naturel dont les paysans se servaient pour fermer leur champ et pour empêcher les chèvres de passer par-dessus les murettes. Le champ d'Helichrys se trouve au pied du mont Cycnias. Dans la mythologie grecque, c'est le lieu de naissance d'Éole, le dieu du vent.
Le vent à Tinos, il faut vivre avec, hein, c'est très fréquent ce vent du nord, qui peut vraiment gêner, hein, effectivement. Généralement, les maisons n'ont pas de fenêtre au nord, c'est à cause du vent aussi. Thierry vit dans le village perché de Skalados. Il a acheté une ferme du XVIIIe siècle et a installé son laboratoire au rez-de-chaussée. Eh bien, on a ramassé 6 kilos. Tora valumeta talulu diasta sakula yanasteg nune ligo. Prepinakanume nakali. Je n'avais jamais vu 6 kilos de fleurs d'un coup. Je ne me rendais pas compte qu'il y en aurait autant. Elles ont l'air encore plus nombreuses maintenant qu'elles sont étalées au sol. Deux heures plus tard, une fois séchées, les fleurs sont prêtes à être versées dans l'alambic. Je vais fabriquer un joint avec de la farine et de l'eau entre le chapiteau de l'alambic et le cylindre qui contient les fleurs, de façon à ne pas perdre de vapeur. Sous l'effet de la chaleur, de la vapeur se crée. Tora piodinatofotia. Elle circule dans l'alambic et se condense quand elle arrive dans la seconde cuve de cuivre. Puis le concentré floral s'écoule dans ce récipient en verre. On distingue bien l'anneau d'huile au-dessus de l'eau. L'odeur est très forte et très particulière. Ça sent un peu le miel, mais ça ne ressemble à rien d'autre. C'est exactement la même odeur que nous avons sentie toute la journée, sur nos mains, dans la pièce, partout. Toute la journée, j'ai eu ce parfum en tête. On a 7 millilitres d'huile essentielle d'hélichrys. L'arôme est parfait, hein, elle est très fruitée. C'est une bonne distillation. Au sud de l'île, un bateau de pêche rentre au port. Il est attendu par Harris et Antonia. Ces deux restaurateurs retrouvent Yorgos, leur fournisseur habituel. Bonjour Yorgos. Ce matin, ils lui ont commandé des sèches. Et voilà, 4 sèches, Antonia. C'est exactement ce que je voulais. Avec ces sèches, je vais préparer du tarama à l'encre et un bon risotto. Tous les matins, Antonia et Harris font leur tournée. Ils mettent un point d'honneur à valoriser les richesses de l'île. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie de cuisiner avec des produits locaux. Mais nous voulons y arriver. Et notre but est d'utiliser 100% de produits locaux à l'avenir. Pour moi, la force de Tinos ne se trouve pas uniquement dans la mer, mais elle est aussi dans sa montagne. Le cœur de l'île bat à l'intérieur de ses terres. C'est là que vivent les animaux et que poussent les fruits et les légumes. Certes, la mer lui donne de l'énergie grâce à la pêche et au tourisme, mais Tinos a des terres intérieures d'une grande richesse. Antonia et Harris s'arrêtent chez leur productrice de fromage. C'est du fromage de vache. Le lait provient des vaches d'Angeliki qui se trouvent un peu plus bas. C'est un fromage qui s'est affiné pendant une vingtaine de jours. Il est un peu ferme à l'extérieur, mais il est moelleux à l'intérieur. On prend cela. Comment vous les choisissez? On les choisit à l'œil et au nez.
On regarde sa couleur. La croûte doit être lisse. Elle ne doit pas être fendillée. Il faut vraiment que la croûte soit lisse. Et surtout, il doit sentir l'odeur du lait frais. Il sent bon. Ce fromage donne à Antonia l'idée d'une recette qu'elle souhaite mettre à la carte de son restaurant. De retour en cuisine, elle commence par la préparation des sèches. Ce sont les sèches pêchées par Yorgos ce matin. J'ai enlevé les petites peaux et les ailes. Les parties moins nobles, je les coupe finement et je les réserve pour le risotto. Et j'entaille le gros morceau. La sèche est un produit très ferme. Pour la préparer correctement, il ne faut pas trop la cuire. Quand on la mange, on doit quand même sentir un peu de cette fermeté. Là, c'est prêt. Pour accompagner le plat, Antonia prépare l'une de ses créations fétiches. Un tarama à l'encre de sèche. Elle commence par l'ingrédient de base, les œufs de mulet. Là, je mixe le tarama parce qu'il faut que les œufs gonflent. J'ai mis de l'huile, du citron et des glaçons. Il ne manque plus que l'encre de sèche. Habituellement, le tarama est plutôt blanc. Là, j'essaie de faire un tarama plus crémeux. Je ne mets pas de pain, mais juste de l'huile. J'ai eu cette idée lorsque nous avons fêté les 15 ans du restaurant. J'ai voulu créer une recette originale autour du tarama et j'ai imaginé celle-là. Cet autodidacte apporte un soin tout particulier à la présentation de ses plats. Je n'ai jamais pris de cours. J'ai appris à cuisiner toute seule. Ce sont les livres, les voyages et les bons repas qui m'ont servi d'école. Antonia se lance dans sa nouvelle recette, inspirée par le fromage acheté ce matin, à base de concombre et de melon. Mais avant de mettre ce plat à la carte, la chef veut la validation de son équipe. Tiens, goûte. Je t'ai fait une bouchée avec tous les ingrédients. Très bon. Il faut un peu plus d'huile, un peu plus de poivre. Il faut aussi un peu plus de fromage. C'est le fromage qui donne le goût salé en plus. Je pense que cette salade est vraiment réussie et qu'elle fera partie de nos salades de saison. Mais pour qu'elle soit réellement parfaite, pour que l'on puisse la mettre à la carte, il faut attendre que le melon soit vraiment mûr. Et cette salade sera délicieuse. Nous quittons l'archipel des Cyclades pour le nord-est de la mer Égée. Aux confins de la Grèce, l'île de Chios se trouve à 8 km des côtes turques. C'est ici que l'on produit une résine unique au monde, le mastic. Depuis l'Antiquité,
il fait la richesse de l'île. Aujourd'hui, c'est le début de la récolte pour Roulaboura. Sa journée commence par la préparation minutieuse du sol. C'est du pur carbonate de calcium. C'est comme de la craie. On l'utilise pour que le mastic reste propre. Quand les gouttes de mastic tombent de l'arbre, elles sont à l'état liquide. Du coup, la craie forme une surface plane pour recueillir le mastic et ça nous évite de perdre la résine qui pourrait s'incruster dans le sol sinon. Le mastic provient d'un arbre méditerranéen qui s'appelle le lentisque pistachier. C'est une espèce d'arbre assez commune, très répandue. Mais vous ne trouverez nulle part ailleurs ce mastic, parce que nous sommes les seuls au monde à le travailler de la sorte, depuis des générations. Le mastic ne se récolte qu'une fois par an, au début de l'été. Pour récupérer la résine, il faut entailler le tronc de plusieurs petits coups secs. On appelle ça réveiller l'arbre. On dit que l'arbre dort pendant l'hiver. À chaque entaille, l'arbre sécrète de la résine. On commence par le bas et on remonte. Il faut de 6 à 7 semaines pour que la résine se transforme en mastic. Si vous vous approchez, vous pouvez voir de la résine de cette année. Elle est transparente. Regardez la différence de couleur avec celle de l'année dernière. Vous voyez, celle-là est plus jaune. Une fois récolté, il est séché et nettoyé. Il ne sera exploitable qu'au bout de 3 mois. Ça, c'est du mastic propre. On peut le mâcher tel quel. C'est ce que faisaient les anciens. Ils s'en servaient comme chewing-gum. Mais aujourd'hui, on s'en sert pour fabriquer des médicaments, des cosmétiques, de la nourriture, des boissons alcoolisées. Et nous développons encore de nouveaux usages. On ne va pas s'arrêter là. Roula et son mari se sont installés à Chios il y a une dizaine d'années et se sont passionnés pour cette île. Ils souhaitent proposer des circuits de découverte de l'histoire du mastic. Ils entament ce matin un repérage pour un prochain itinéraire à vélo. Première étape, Pyrgi. Comme tous les villages du sud de Chios, il s'est développé grâce au commerce du mastic. La résine et tous ses produits dérivés offrent encore à l'île son principal revenu. Mais ce qui frappe en entrant dans le village, ce sont les façades des maisons. Ici, c'est Pyrgi. C'est un village très connu car c'est le seul où on trouve des maisons comme cela. C'est une technique très spéciale. Ce n'est pas de la peinture. Ils enduisent d'abord les façades de chaux qu'ils vont ensuite gratter avec un couteau. Ils obtiennent ce contraste et dessinent des motifs spécifiques. Ce sont des motifs géométriques qui représentent des fleurs ou d'autres éléments de la nature. Chaque propriétaire réalise lui-même sa façade. Il ne faudrait pas à l'avenir détruire ces maisons sous prétexte qu'elles ne seraient plus à notre goût ou que nous aurions envie de quelque chose d'autre. Ce patrimoine est là pour nous, pour nos enfants. C'est important de le respecter.
Roula et Vassilis continuent leur périple vers l'ouest de Chios. Ils ont rendez-vous avec un barman qui élabore des cocktails à base de liqueur de mastic. Il vient d'installer son bar itinérant à l'aplomb d'une des plages les plus prisées de l'île. Je verse le premier ingrédient, de la liqueur de mastic artisanale. Je mélange ensuite cette liqueur avec du jus de mandarine. C'est votre recette? Oui. Ça sent bon. Et on va ajouter au cocktail une mousse à base de citron et de mastic. Et pour finir, des feuilles de lentisque. Et voilà. C'est excellent. Le goût est un peu terreux. Quand on goûte le mastic, on n'a pas ce côté végétal ou floral. On est vraiment dans de la résine, dans quelque chose qui vient de la terre. C'est très naturel. C'est ce que les gens adorent. Cela donne une très bonne image de l'île et du mastic. C'est quelque chose de nouveau, de frais, et je pense que la plupart des gens seraient curieux de goûter un cocktail à base de mastic. C'est un produit qui est en train de devenir à la mode dans le monde entier. Donc c'est une chance de l'avoir sur notre île et d'avoir des jeunes d'ici qui le valorisent. C'est une très bonne publicité. À 500 km plus à l'ouest, au sud du Péloponnèse. L'île de Cythère, que les Grecs nomment Kicyra, ne fait partie d'aucun archipel. Elle se trouve entre le continent et la Crète. Depuis une dizaine d'années, Phivos met au jour des chemins ancestraux laissés à l'abandon. Nous essayons de rester assez fidèles aux vieux sentiers, aux vieux passages, parce que c'est les passages les plus intéressants. Là, si parfois le vieux sentier est devenu dangereux, où il y a beaucoup de végétation, et on a quelques alternatives à gauche ou à droite du sentier, nous allons les emprunter. Mais en principe, on essaye de rester plus ou moins sur les pas de nos ancêtres. À quelques mètres de là, débute l'un des sentiers préférés de Phivos. Il est emprunté par les habitants de Cythère depuis l'Antiquité. Ce sentier, c'est un très vieux sentier qui date depuis plusieurs millénaires. Il a été créé pendant la période minoenne et on peut toujours marcher exactement sur les mêmes pas que les Minoens utilisaient pour atteindre le sommet de cette montagne. Les Minoens dominaient la Crète au 2e millénaire avant notre ère. Ce chemin leur permettait de relier le littoral à l'un des points culminants de Cythère. Ça nous touche vraiment de redécouvrir les vieux sentiers. C'est une connexion de notre présent avec notre passé. Donc l'idée m'est venue de revaloriser ces vieux sentiers. Et régulièrement, on fait des contrôles, donc on marche pour voir l'état du balisage, l'état de la végétation et pour faire des travaux d'entretien. À mi-parcours, apparaît un paysage côtier mythique. Les gens de Cythère, depuis toujours, en fait, ils disent que c'est le point où Vénus apparemment est venue pour se reposer après un voyage à Chypre. C'est apparemment la poitrine de la déesse qui a formé les deux baies qui sont côte à côte.
Après 2 heures d'ascension sur ces pentes raides, les marcheurs s'approchent enfin du sommet. Dès qu'on arrive ici, on oublie toute fatigue parce que les vues sont vraiment illimitées et le lieu est un lieu avec une énergie très très forte, donc ça nous récompense pour tout notre effort. À quelques mètres au-dessous de la chapelle orthodoxe, Phivos s'arrête sur le site d'un sanctuaire antique. Les Minoens venaient ici prier et faire leurs offrandes. C'est le seul sanctuaire minoen de ce genre qui a été trouvé en dehors de la Crète. Aujourd'hui, c'est un des lieux de Cythère les plus importants d'un point de vue archéologique. Imaginez les anciens qui venaient ici et laissaient les offrandes à la grande déesse des Minoens. Imaginez la vue qu'ils avaient sans les routes, sans rien. Cela devait être magique. Ils devaient aussi voir la Crète à l'horizon. Le sommet de cette colline révèle l'emplacement crucial de Cythère parmi les îles grecques. Depuis l'époque minoenne, toutes les puissances voulaient contrôler l'île de Cythère afin de contrôler les routes commerciales. Cythère est à un point très stratégique. L'île contrôle l'entrée et la sortie de la mer Égée vers la mer Méditerranée de l'ouest. Nous avons de ce côté-là la mer Ionienne vers l'Italie. Vers le sud, vers la Crète, nous avons la mer Crétoise. Et vers l'est, nous avons la mer Égée. Donc Cythère est situé vraiment à un carrefour de 3 mers très importantes de la Grèce, et c'est ce qui a marqué l'histoire de l'île à travers les temps. Terminer cette émission, j'ai le plaisir de vous retrouver à Athènes. Comme chaque jour, à la tombée de la nuit, l'Acropole se met en scène avec un jeu de lumière signé par un Français. Il s'appelle Pierre Bidot. Il y a 13 ans, il a été choisi pour illuminer plusieurs monuments grecs. Et chez nous, en France, il est notamment réputé pour l'illumination de la Tour Eiffel. Voilà, c'est la fin de notre voyage en Grèce pour les 20 ans des Racines et des Ailes. Un anniversaire que je voulais bien sûr partager avec mes prédécesseurs, Patrick de Carolis, le créateur de cette émission, et Louis Laforge. Les équipes vont continuer à sillonner la France et le monde pour partager avec vous cette passion du patrimoine. Merci de votre fidélité. L'aventure continue bien sûr sur France 3, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez y retrouver un florilège de nos 20 ans, nos plus belles images, nos plus belles émotions, nos plus belles rencontres aussi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission exceptionnelle. Merci à Patrick Charles, Hélène Frandon, Jean-Luc Rabona et toutes les équipes techniques et éditoriales. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 3.